On accueille Renda Belmalem et Laurence Marty. La séance sera animée par Geneviève Azan. Et avec Héloïse Prévost et moi, Émilie Letouzé, on va dire juste 2 mots d'introduction avant de leur passer la parole. Pour celles et ceux parmi vous qui venaient peut-être pour la première fois à un séminaire de la Técopole, donc l'atelier d'écologie politique de Toulouse fait partie d'un réseau de la Técopole en France. Je crois qu'on va bientôt atteindre les 300 membres. C'est un réseau de chercheurs, chercheuses de Toulouse et sa région. Et on organise donc des séminaires à peu près mensuels. Je vais passer la parole à Héloïse, Héloïse Prévost, qui est maître de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès en sociologie. Et moi, je fais partie de la revue Terrestre. Et ensuite, on vous présentera plus en détail nos invités. Je te laisse la parole, Héloïse. Donc pour cette séance, donc écologie, blanchité, antiracisme, l'idée c'était de poursuivre les questionnements, de continuer à faire circuler des histoires, des savoirs, des expériences qui au final restent peu connues ou invisibilisées, et de se questionner sur le travail qui reste à faire sur ces questions-là. Sachant que l'articulation entre race, défense du territoire, rapport à la nature, c'est pas, bien sûr, ça n'a rien de nouveau. Et ça, les populations indigènes et quilombola nous l'ont bien rappelé pendant la COP 30, que c'est depuis la colonisation que ces questions se posent. Mais aussi depuis les années 70, au sein de mouvements qui ont dénoncé le racisme environnemental et qui ont permis de conceptualiser la justice environnementale. Donc un objet de mobilisation et de recherche qui est déjà présent depuis de nombreux temps et qui pour autant peine à se mettre en œuvre au sein des espaces militants, et donc qui viennent questionner encore non seulement la composition des espaces militants, donc la blanchité de ces espaces, mais aussi la place des questions raciales et racistes, aussi bien dans les rapports de pouvoir au sein des espaces militants, mais aussi dans les objets de lutte. Je vous laisserai développer ça. Et en quoi, quel projet écologique est construit ? On a pour souvenir des projets écologiques racistes qui ont pu naître... ça grésille, non ? Ça fait... Ok. Des projets écologiques autour de la nature sauvage, etc. Donc une dimension de la race présente dans différents projets écologiques. Et en tout cas, ça nous permet de réinterroger ce qu'est le projet écologique et ses contours et sa mise en œuvre. Donc voilà, pour nous, c'était intéressant, important de créer des séances dédiées. Et c'est pour ça qu'on a invité Renda et Laurence pour nous parler de ces questions-là et que Geneviève animera et fera la discussion. Super, oui, il y a un souffle effectivement dans le micro. Je vais de toute façon vous passer la parole très vite, mais je vais avant vous présenter. Donc on accueille aujourd'hui Renda Belmalem, qui est sociologue et philosophe, et Renda réalise une thèse entre l'Université de Paris-Cité et l'INRAE Nouvelle-Aquitaine qui s'intitule « Penser l'émancipation par l'écologie à l'aune des oppressions systémiques depuis les mobilisations de justice climatique des quartiers populaires de France hexagonale ». Et on accueille aussi Laurence Marty, qui est anthropologue, qui est rattachée au LESC de Paris-Nanterre, et qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle « Apprendre et lutter au bord du monde », que Geneviève est en train de vous présenter, et qui a reçu cette année le prix de l'écologie, le prix du livre de l'écologie politique, de la Fondation d'écologie politique, je crois que c'est ça, 2025, donc un grand livre récompensé à sa juste valeur. Et pour animer cette séance, Geneviève Azan, qui est économiste, autrice, qui est professeure honoraire à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et Geneviève a participé, entre moultes activités, à plusieurs COP, où elle représentait la société civile dans une coalition qui s'appelle Climate Justice Now, et dont elle nous parlera tout à l'heure. Et elle va échanger donc ce soir avec nos invités, et on vous passe la parole.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux. C'est un peu impressionnant comme salle. Tout est un peu trop grand, mais on va faire avec. Et merci beaucoup à la Techopole pour l'invitation, l'organisation, le soutien, l'eau, les verres, tout. Le PowerPoint, c'est Émilie qui a fait le PowerPoint. Bref, voilà. Alors, la façon dont on s'est dit qu'on allait procéder avec Renda, c'est que d'abord, on va faire une petite intro pour un peu revenir sur les termes qu'on a choisis pour titre. Et après, on vous présentera chacune nos recherches l'une après l'autre. Voilà. Donc, pour commencer, je me suis dit que le terme d'écologie, a priori, ça devrait aller, mais que ce serait peut-être bien de revenir sur le terme de blanchité et de qu'est-ce que ça veut dire en fait, et qui est aussi parfois employé avec le terme de suprématie blanche, domination blanche, privilège blanc, enfin voilà, tous ces termes qui viennent ensemble et qui viennent décrire une histoire de violence, quoi. Et du coup, la blanchité, on peut le définir comme l'hégémonie sociale, culturelle et politique du groupe majoritaire blanc, qui est telle qu'elle en devient invisible. Donc l'idée, c'est que dans les sociétés racistes dans lesquelles on vit et dont nous héritons aujourd'hui, il y a une idéologie qui s'est mise en place qui a permis aux Européens de croire qu'ils pouvaient exterminer et réduire en esclavage tout un tas d'êtres humains en utilisant cette idée de supériorité blanche. Ouh là là, je m'en mêle les pinceaux, je vais reprendre. Mais ce que je voulais dire, du coup, c'est que ce qui est important à comprendre dans le concept de blanchité, c'est que, du coup, il y a l'idée d'une norme et qu'elle est rendue invisible, de la même façon que la masculinité, l'hétérosexualité, le fait d'être valide, etc., ça va être les normes par défaut qu'on va prendre dans la société. Et que, du coup, il y a eu une véritable difficulté à penser cette condition blanche, cette hégémonie sociale, culturelle, politique. Et du coup, je voulais vous poser quelques jalons rapidement de historiquement qui sont les chercheurs qui se sont attardés sur cette question. Donc ça commence dès le 19e siècle. Et les premiers en fait à penser la condition blanche, c'était des auteurs africains-américains. Et je pense notamment à Webb Dubois, ou Dubois, je ne sais jamais comment on dit. Dubois. Qui est du coup un chercheur qui a beaucoup travaillé sur le racisme aux États-Unis et qui a commencé à questionner la condition blanche. Et lui, il parle de double conscience que les personnes racisées auraient. Ça me fait me dire qu'il faut que je vous définisse racisé aussi. Que, en fait, en tant que personne opprimée dans un système majoritaire, on a à la fois accès à la compréhension du milieu social minoritaire duquel on vient, mais aussi du milieu majoritaire parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait pour s'en sortir dans cette société. Et du coup, c'est un peu le point de départ qui fait que de cette double conscience, l'envie de travailler sur cette condition blanche qui n'est pas questionnée par les Blancs, qui la normalisent. Ensuite, je vais essayer d'être rapide, il y a des historiennes blanches d'inspiration marxiste qui commencent à travailler sur ces questions donc dans les années 1980-1990, à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne principalement. De ce moment, il y a un article assez important qui s'appelle Privilège blanc, déballer le sac à dos invisible. Ouais, c'est ça. D'une autrice états-unienne qui s'appelle Peggy McIntosh. C'est un texte qui date de 1989. Et en fait, elle fait un exercice assez intéressant dans cet article qui a été traduit en français. Par 50 phrases, elle essaie d'identifier tous les moments où elle bénéficie du privilège blanc. Et du coup, elle essaie de le rendre concret. Et l'analogie qu'elle utilise pour
pour faire cet exercice de projection, c'est la domination masculine et comment cette domination masculine n'est pas questionnée par ses homologues masculins. Et du coup, je voulais vous lire deux, trois items de sa liste. Par exemple, je n'ai pas à éduquer mes enfants d'être conscients du racisme systémique pour leur protection physique quotidienne. Ou encore, on ne me demande jamais de parler au nom de tous ceux de mon groupe racial. Bon, il y en a 50 et j'en avais sélectionné une dizaine, mais en fait, ça va être trop long. Mais je vous invite vraiment à les lire et ça permet de comprendre concrètement c'est quoi ce privilège blanc que des fois on a du mal à saisir. Et une critique qui a été faite à Peggy McIntosh, c'est de confondre aussi des fois avec les questions de classe. Mais évidemment, tout ça s'imbrique. Voilà, donc il y a tout ce champ d'études qui arrive très tardivement en France. C'est au début des années 2000 qu'il commence à y avoir des travaux en sciences sociales sur la blanchité. Il y a notamment un article qui s'appelle L'universel lave-t-il plus blanc de Horia Kebabza qui date de 2006, le travail de Maxime Servul Dans le blanc des yeux qui date de 2013. Mais du coup, c'est un champ qui a mis du temps vraiment à se mettre en place et c'est que récemment que il y a, je dirais là, ces 2-3 dernières années, il y a eu plusieurs livres, des traductions qui ont été faites vers le français de textes anglais et des parutions. Là, je vous montrais ce livre, c'est une introduction aux études sur la blanchité et au débat qu'on y retrouve par 2 sociologues françaises qui s'appellent Solène Brun et Claire Kosker, et qui est hyper bien. Mais il y en a plein d'autres. Mais voilà, du coup, c'est vraiment ces 2-3 dernières années qu'il y a eu une petite multiplication de... Enfin, et on parle de 5 livres. Hein. Enfin, voilà, restons calmes. Qui commence à prendre un peu d'ampleur dans le contexte français. Et... mais ça prend difficilement et là en relisant l'introduction du livre La domination blanche, elle rappelle qu'en 2017 Blanquer, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, disait que les termes de blanchité et racisé étaient des termes qui véhiculaient le racisme. Et du coup, tous les bâtons académiques et politiques qui sont mis dans ces études-là, qui sont encore très actuelles. Voilà. Donc, la blanchité, c'est le concept qui vise à nommer la domination sociale, politique et culturelle du groupe racialisé comme blanc, qui est telle qu'elle en devient ainsi invisible. Être blanc, c'est appartenir au groupe majoritaire. Ce n'est pas une question d'épiderme, c'est plus une question de position sociale dans un contexte socio-historique donné. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Histoire des Blancs de Nell Irving Painter qui montre toute la construction sociale et historique de cette catégorie. Et du coup, être racisé, c'est être racialisé comme non blanc. Et donc, c'est pas non plus une question de couleur de peau et encore moins d'appartenance ethnique. Ça veut dire être racialisé comme non majoritaire et donc subir le racisme au quotidien. Et donc, des fois, on fait des raccourcis, on dit blanc et racisé, c'est des termes qui viennent plutôt du monde militant. Mais il y a des chercheurs, chercheuses qui préfèrent toujours dire racialisé comme blanc, racialisé comme noir, arabe, non blanc, peu importe qu'est-ce qu'on a envie de décrire, et de dire que blanc c'est aussi un terme en fait social évidemment, et que c'est aussi une catégorie qui est racialisée, mais qui n'arrive pas à penser sa racialisation. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Désolée, c'était un peu long. Ça me semblait important. Voilà, donc ça c'était pour le terme de blanchité. Bon, antiracisme, a priori, c'est plus clair aussi. Enfin, j'ai pensé les luttes contre l'idéologie qui vise à hiérarchiser l'espèce humaine entre différentes races et qui date. Enfin voilà, il y a le racisme scientifique, etc. Je ne reviendrai pas sur tout ça. Mais donc les luttes à la fois politiques, intellectuelles, qui luttent contre ce système-là. Et donc, quand ça s'articule tout ça, dans cette petite intro qu'on doit vous faire, qui était censée être petite, avec Renda, on voulait
comment ça s'articule écologie, blanchité, antiracisme. Et Louise a commencé à en dire un mot, mais on voulait d'abord vous parler de comment l'histoire écologique de l'écologie est imprégnée de colonialisme et de racisme, et que c'est un premier jalon, enfin une première chose à poser pour pouvoir avancer sur ces questions. Et là, je vais très simplement citer le travail de Malcolm Ferdinand qui s'appelle « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis les mondes caribéens », qui est sorti en 2019, que si vous n'avez pas lu, je vous invite à lire, c'est vraiment bien. Et du coup, il pose comment l'écologie dominante est coloniale, parce que, donc, histoire raciste, donc des attitudes et des histoires, un héritage raciste de l'écologie, ça va être la pensée de la nature vierge, des réserves naturelles, de la wilderness, de cette idée qu'il faudrait créer des espaces de nature préservés, sans penser qui on exclut de ces espaces à ces moments-là et qui aussi détruit cette nature. Et donc du coup, on va juste avoir un peu un trip souvent de mecs blancs cis qui kiffent la nature sauvage et qui en fait peuvent avoir des propos hyper racistes. Et je pense à John Moore qui parle de la nature virginale, blanche, et à opposer aux communautés indigènes africaines-américaines qui pouvaient habiter, utiliser aussi ces espaces dont ils se retrouvent exclus. Donc ça, c'est un des premiers tropes très importants qui, je pense, commence à être mieux connu. Après, il y a toute l'idéologie malthusienne aussi qui consiste à dire que le problème de l'écologie, c'est une question de démographie et de population et que, en gros, pour résoudre la crise environnementale, il faudrait que les populations déçues fassent moins d'enfants. Donc ça, voilà, c'est aussi un trope raciste des idées écologistes. Et après, il y a aussi l'idée que c'est les pauvres, les non-blancs qui polluent, ou encore l'idée que les personnes pauvres ou non-blanches s'en foutent de l'écologie, qui est aussi encore un trope raciste. Enfin voilà, je pourrais vous décliner plein d'exemples. Et du coup, lui, Malcolm Ferdinand, il propose de penser du coup une écologie véritablement décoloniale qui se saisisse en même temps des questions des écosystèmes et de la dignité des racisés et des femmes. Et il dit le projet écologique n'est pas de protéger la nature, mais d'instaurer un monde. Voilà. Voilà. Merci Laurence. Du coup, je me joins à Laurence pour remercier tout le monde d'être dans la salle aujourd'hui. Ouais, c'est assez impressionnant de vous voir de ce côté-là et de remercier aussi du coup les Atecopoles pour l'invitation et en particulier Émilie et Héloïse pour tout ce que Laurence a déjà cité. et te remercier toi aussi Geneviève de mettre en discussion tout ça et d'être avec nous. Et te remercier toi Laurence d'être avec moi là tout de suite. C'est super vraiment de faire ça ensemble. Du coup, pour finir un peu cette introduction avec Laurence, on souhaitait évoquer les questions de justice environnementale, justice climatique de façon très rapide et Héloïse l'a déjà fait par ailleurs dans son introduction, donc ça ira d'autant plus vite, quoi. Du coup, ces notions de justice environnementale et justice climatique, elles sont issues du contexte des mobilisations états-uniennes des années 70-80. La lutte majeure qui structure le mouvement pour la justice environnementale, c'est une lutte de 1982 qui s'est déroulée dans le comté de Warren en Caroline du Nord. Elle émerge, cette lutte-là, d'une volonté des pouvoirs publics d'enfouir des déchets toxiques à proximité d'un quartier principalement habité par des personnes racisées, en particulier des personnes noires. Et forte des décennies de structuration des luttes contre l'esclavagisation, des luttes contre la ségrégation, des luttes en faveur des droits civiques, les personnes se sont organisées pour lutter contre l'enfouissement de ces déchets localement. Et dans ce contexte-là, il y a en particulier... le bouquin de Laurence encore. Il y a en particulier un militant qui est aussi pasteur, qui s'appelle Benjamin Chavis, qui a travaillé avec des chercheurs à donner à voir le fait qu'il est quasi systématique dans le contexte états-unien que les quartiers habités par des personnes racisées sont aussi les quartiers à proximité des décharges toxiques. Et du coup, après des années de recherche et de mobilisation, a été publié ce rapport-là que vous voyez à l'écran,
qui s'appelle Toxic Waste and Race in United States, qui est un rapport de 1987, et qui donne vraiment à voir cette cartographie du coup des espaces intoxiqués et des espaces où les personnes racisées habitent, notamment parce que aux États-Unis, il est possible de faire des statistiques dites ethniques, en tout cas de donner à voir la manière, enfin les espaces où les personnes racisées habitent, ce qui est très compliqué à faire dans le contexte français. Et du coup, il y a des recherches qui ont pu être faites pour donner à voir ces corrélations et qui sont quasi parfaites en fait. Et du coup, qui ont permis de mettre en avant du coup cet environnement intoxiqué où habitent les personnes racisées. Donc ce rapport, il a permis d'attester d'une forme de racisme spécifique lié au contexte environnemental auquel sont assignées les personnes racisées aux États-Unis, un racisme environnemental du coup. Et face à ce racisme, les collectifs demandent justice, donnant lieu du coup aux mobilisations de justice environnementale. C'est une conception de la justice qui est de l'ordre de la reconnaissance d'une demande de justice face à un contexte d'injustice et qui n'est pas une dimension de justice redistributive telle que ça a pu être traduit en français. Et d'un point de vue académique, ce sont notamment les travaux de deux sociologues majeurs qu'il était important de citer, qui s'appellent Robert Bullard et Dorceta Taylor, qui ont travaillé dès les années 80-90 sur ces enjeux. Le mouvement, du coup, il a pris de l'ampleur aux États-Unis, le mouvement pour la justice environnementale, autant dans le champ militant que dans le champ académique, donnant lieu notamment en octobre 1991, au premier sommet national des leaders racisés à Washington. C'était un sommet qui est un sommet historique du mouvement de la justice environnementale. Et dans ce cadre, Yale a adopté 17 principes de justice environnementale qui permettent d'introduire notamment des revendications sur ces enjeux dans les lois états-uniennes, notamment un important décret qui a été adopté par le gouvernement fédéral états-unien en 1994 sous l'administration de Clinton. Ces 17 principes, c'est un document majeur, trop peu connu selon nous, qui pose dès 1991 les revendications environnementales des populations issues des contextes de colonisation. On avait hésité à vous l'imprimer en plein d'exemplaires, à vous lire les 17 principes, puis on s'est dit que ça serait un peu trop long. Mais on vous invite à aller voir ces 17 principes qui sont disponibles sur Internet. Les 17 principes de la justice environnementale de 1991. Du coup, le contexte d'émergence de la justice environnementale, il articule dès ses prémices les questions environnementales aux questions antiracistes, mettant en avant une disproportion des contaminations toxiques dans les espaces où habitent, vivent, vont à l'école, etc., les personnes racisées. Le développement de la justice environnementale, il donne lieu aussi aux revendications de justice climatique qui mettent en avant les conséquences différenciées et les capacités d'action inégalitaires des populations minoritaires face au changement climatique. Ces cadrages, du coup, ces cadrages de la justice environnementale et climatique, pour nous, c'était important de vous les poser. On ne va pas les détailler plus que ça là maintenant tout de suite, mais en tout cas, on pourra y revenir collectivement lors de la discussion si ça vous intéresse. Ok, merci. Du coup, en fait, ce que Renda vient de raconter sur les luttes pour la justice environnementale qui, du coup, sont portées par des personnes racisées, latinas, noires, indigènes depuis les années 70, ça prend vraiment le contre-pied aussi l'idée que l'écologie serait un problème de blancs qui n'intéresserait pas les personnes racialisées comme non blanches. Et c'est hyper important de voir aussi comment c'est un des exemples importants de ces mobilisations, c'est aussi quand des femmes noires latinas contactent des organisations environnementales un peu majoritaires aux États-Unis pour leur dire on a besoin d'aide sur telle lutte contre telle usine toxique, et que la réponse est ah non, mais en fait c'est pas une question de nature, c'est une question de santé, et donc on va pas vous soutenir. Et donc ça a vraiment aussi été une lutte pour être reconnus comme des sujets politiques avec un discours sur l'écologie. Et ça, du coup, c'est encore un autre exemple. Enfin, ça s'articule avec le travail de Malcolm Ferdinand qu'on vous présentait ensemble. Enfin, c'est un peu deux pans de du même problème de l'invisibilisation de ces luttes-là et comment on n'en hérite pas en France, ou peu, quoi.
Voilà, et du coup, avec Renda, on voulait vous poser un peu ces histoires, parce que c'est évidemment des histoires de lutte dont on hérite, à la fois le fait l'écologie coloniale raciste et une écologie décoloniale ou justice environnementale, etc. Et que nous, en tant que chercheuses travaillant sur plutôt donc la France, posons-le, France hexagonale, en vrai on travaille sur l'île de France, enfin moi et Renda, c'est surtout de ça que tu vas parler aujourd'hui. Désolée. Et en fait, on est hyper contente de présenter ensemble parce que moi j'ai travaillé sur la période qui va de 2014 à 2018 dans les mouvements pour la justice climatique, du coup, là où j'ai déjà dit. Et Renda, en fait, a travaillé sur les mêmes mouvements, mais pas exactement depuis la même perspective, ni exactement les mêmes organisations, mais quand même, sur la période qui suit. Et donc, du coup, c'était hyper... Enfin, ça fait très longtemps qu'on avait envie de présenter nos travaux ensemble parce qu'il y a vraiment ce truc de recherche qui se succèdent.